2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est mardi aujourd'hui, un mardi de galère pour les franciliens, aussi bien sur les routes d'ailleurs que dans les transports, avec la grève du RER A et B. Du coup, notre ami Youssef Brakni est bloqué, mais il ne serait tardé, en tout cas, a priori. En tout cas, lui aussi est venu à Pince, donc forcément à l'heure. Comment ça va, Ossine? Ouais, moi ça va très bien, merci, salut à tout le monde. Impec. Ouais, exact. Ravi de vous retrouver après 15 jours, puisque j'étais pas là la semaine passée. Oui. C'est rare de ma part. Exact, c'est vrai, c'est rare. C'est fidèle. Eh oui. Alors mon ami Ossine, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Alors dans mon avis tranché, je vais parler d'un point qui a été déjà mis en avant par quelques médias, pas assez à mon goût. C'est la grève des agents de nettoyage dans le nord de Paris, sur le réseau SNCF, et dont je suis impacté par rapport à Sarcelles, Saint-Denis, plusieurs villes du nord de Paris. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Un petit coup de cœur? Oui, pour mon coup de cœur, je reviendrai sur ce qui s'est passé dimanche où j'ai participé à un brunch solidaire. Puis je mettrai en avant l'association Les Gamelles du Cœur. Et une fois de plus, les marmites qui bougent. Voilà. Parfait. Eh bien, un programme sympathique. Pour ce qui est de Youssef Brakni, il va nous parler de la cause palestinienne dans son avis tranché et de l'immigration. Alors peut-être que tout ça est lié. On le verra en tout cas avec lui tout à l'heure sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus pour intervenir comme d'habitude. L'émission vous est ouverte 01 40 33 9000. C'est parti. Voici le sommaire de ce grand forum pour ce mardi 12 décembre. Soyez les bienvenus. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi, Jérusalem, capitale d'Israël, pas pour Erdogan ni pour Macron qui veulent travailler ensemble pour faire renoncer Trump à sa décision. La France et la Turquie n'ont pourtant pas les mêmes relations avec Israël. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'affirmer qu'un parent accompagnant une sortie scolaire ne devrait normalement pas porter de signes religieux. Blanquer ne veut pas du foulard lors des sorties scolaires. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Le nombre de musulmans variera selon les politiques d'immigration en Europe, mais elle augmentera bien d'ici 2050. Qui sera alors le premier pays musulman d'Europe? Zoom sur les chiffres en perspective tout à l'heure. La question LGF du jour. Tous les jours, des professeurs doivent interpeller des élèves en classe pour ranger leur téléphone portable, d'où cette question aujourd'hui. Et par rapport à la sortie du nouveau ministre de l'Éducation nationale, faut-il interdire donc l'utilisation des téléphones portables en classe? Vous répondez oui ou non sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook, France Maghreb 2. Enfin, et pour finir tout à l'heure, Libertad. Vous pourrez vous exprimer en toute liberté au 01 40 33 9000. Le LGF, le grand forum, et il est arrivé, notre ami Youssef Brakni. Comment ça va, Youssef? Ça va très bien, et toi Christophe, ça fait longtemps? Oui, ça fait très longtemps, hein, effectivement. Un mois, je crois. Ouais, au moins. Alors Youssef, la grève des transports, c'est la misère. Ah, c'est la misère là, RER A, RER B, et du coup ça a un impact sur tout le réseau. Du coup, c'est une misère pour prendre le bus, pour prendre le métro. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis arrivé quand même. Mais t'as quand même trouvé la solution. Ouais, bien sûr, toujours grâce à Puisque Internet. t'es là, forcément. Bon, alors, du coup, la question du jour. D'abord, avant la question du jour, le programme de Youssef Brakni, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Mon avis tranché, je voulais parler, l'actualité oblige du rapport entre l'immigration et la Palestine, la cause palestinienne. Très bien. Et puis mon coup de cœur qui va rejoindre l'avis tranché, du coup, je crois qu'on va faire en un. De Hossein, c'est du coup la grève de nos parents. Et je tiens à le dire, de nos parents en lutte avec la société de ménage Honnête, qui est du coup à Saint-Denis, dans le nord de l'Île-de-France, et qui qui sont en lutte depuis 42 jours. 42 jours. Et là aujourd'hui, et quasiment pas médiatisé, pour ne pas dire pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et là, ça commence un peu parce qu'il y a des militants justement des autres causes, notamment nous, le comité Adama, on y était. Assa Traoré y était. Il se trouve que la mère d'Assa Traoré travaille dans cette société. Ah oui, d'accord. Et elle fait partie des grévistes. Ah oui. 42 jours de grève. 42 jours sans salaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être solidaire et n'hésitez pas à participer à la cagnotte en ligne. Eh ben, on expliquera tout, évidemment, tout à l'heure, bien sûr. Alors, la question du jour aujourd'hui, en rapport avec une petite sortie du ministre de l'Éducation nationale, dimanche dernier, invité chez nos confrères d'RTL, LCI Le Figaro, pardon. Sur l'utilisation du téléphone portable. Toi, je sais que t'es prof, d'ailleurs, Youssef. Alors, beaucoup de profs disent qu'ils sont obligés d'intervenir régulièrement pour demander aux élèves de ranger leur portable, parce qu'ils ont tendance à le sortir. Du coup, la question est, faut-il interdire, comme le souhaiterait d'ailleurs Emmanuel Macron, l'avait promis lors de la campagne, et en l'occurrence le nouveau ministre aussi de l'Éducation nationale, faut-il interdire le portable dans les classes et à l'école? Et je dois dire que je suis assez surpris du résultat. 95% des gens sur Facebook pensent que oui, il faut l'interdire. 92% sur Twitter, LGF officiel pour voter, ou France Maghreb 2,
Youssef, est-ce qu'il faut l'interdire le téléphone portable à l'école, dans les classes? Comment faut-il l'interdire? Bah, en fait, c'est compliqué le téléphone portable parce que en vrai, en réalité, le téléphone, avant tout, faut le savoir, c'est les parents en vrai qui achètent un téléphone à leurs enfants pour pouvoir rester connecter, pour rester connecté à leurs enfants, à quelle heure tu sors, où t'en es, etc. Hein? Bah, ça, c'est vrai que c'est souvent les parents, mais après, c'est vrai que c'est un vrai problème en classe. Faut dire ce qui est. Après, je vois plus que, pour moi, c'est plus un problème au lycée qu'au collège. Ouais. Mais, malgré tout, je me méfie toujours des annonces comme ça, qui sont faites des opérations de com. Parce que Blanquer, depuis le début qu'il est arrivé, donc c'est quoi essentiellement? C'est interdiction d'un téléphone portable et maintenant interdiction des sorties pour les mamans voilées. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression que ce ministre, il s'inscrit plutôt dans une ligne un peu réactionnaire, un peu réac, un peu dur, un peu sur les valeurs, parce qu'il a aussi dit qu'il voulait remettre l'uniforme dans les écoles. Et alors que les problèmes qui sont structurels de l'école publique ne sont pas du tout résolus. Et par contre, il en parle absolument pas. Ouais. Des problèmes de moyens, des problèmes de classes surchargées, etc. Donc pour moi c'est une opération de communication pour pouvoir dévier des vrais problèmes de l'école. Et franchement le cas du téléphone portable, je pense que chaque établissement au cas par cas gère quoi. Mais c'est clair que pour moi il doit être complètement interdit en classe. Mais c'est sûr que ça arrive toi à titre personnel d'intervenir régulièrement dans ta classe pour en fait moi sur ça je suis dès le début de l'année je suis un dictateur quoi. Je suis un tyran. Voilà, j'instaure des règles rigides. Donc y compris sur par exemple voilà dans ma classe il y a le silence quoi et donc le téléphone portable on n'y pense même pas et ça c'est clair que sur ça moi je suis très rigide mais je sais qu'il y a des collègues qui sont en difficulté par rapport à ça c'est clair. Aussi, et puis en plus dictateur Youssef. Mais je pense qu'il s'est géré par rapport à des jeunes élèves en face de lui et je pense aussi que d'autres profs auront des difficultés à gérer ces cas-là. Ouais. C'est quoi, c'est des lycéens que t'as en face de toi ou des collégiens? Des lycéens. Ouais. Et puis du coup en plus tranquille, non? Par contre non c'est sûr par contre ils sont très connectés les lycéens et puis en plus il y a d'autres problèmes avec le téléphone portable c'est qu'ils se filment entre eux. Ouais. Ils se filment, ils se moquent les uns des, enfin ils font des vidéos sur certaines personnes, ils vont se moquer d'eux sur les réseaux sociaux. Ouais. Parfois ils filment même certains profs. Ah ouais. Ouais. À leur insu, il y a déjà eu des problèmes où il y a eu des plaintes. Ouais. Oui, où des élèves filmaient les profs, etc. C'est vrai que c'est un vrai problème par rapport à ça. Mais bon, je pense qu'à mon avis, on n'arrivera jamais vraiment à régler ce souci du téléphone parce que ça fait partie maintenant du quotidien et de notre vie, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, ça reste un outil quand même indispensable, comme le rappelait aussi tout à l'heure. Beaucoup d'élèves empruntent les transports en commun pour se rendre à l'école, et ça permet quand même de rester connecté avec son enfant, de savoir où il est, s'il a c'est les parents. Hein. Ouais. Au collège, c'est les parents. Ouais. Un élève de 6ème, tu vois bien qu'il va pas aller chercher, il va pas aller à l'Apple Store pour prendre un iPhone c'est vrai à 700 €. Moi j'en vois à 6 ans, ils ont déjà le téléphone portable. Oui, mais c'est les parents. Ouais. Et du coup, ça permet aux parents d'avoir un contrôle sur leurs enfants, quoi. Un contrôle entre guillemets, c'est-à-dire sur les horaires, sur où ils sont, etc. Après, là où je suis vraiment pas d'accord, mais du coup, ça a aucun lien puisque l'impact c'est le téléphone en lui-même. Mais c'est vraiment que ça crée encore une nouvelle concurrence entre élèves aussi. Je l'ai remarqué. Il y a des élèves. Toi, t'as dans les mamans, le dernier iPhone, c'est ça? Exactement. Les mamans font plaisir, les parents font plaisir, achètent le téléphone dernier cri. Mais face aux autres élèves, forcément, il y en a qui en ont pas. T'arrives avec un Nokia, c'est vrai que tu parles un peu à spin, quoi. Il y a des parents qui veulent pas de téléphone jusqu'à 16 ans. Donc directement, il n'y a pas d'équité entre les élèves. Mais après, ce que tu dis, ça s'applique aussi aux vêtements. Ouais, exactement. Voilà. Du coup, je dis, c'est pas par rapport à ce plus qu'auparavant, je trouve. Moi, on est tous à peu près de la même époque là autour de cette table. On portait effectivement des vêtements de marque, mais c'était pas aussi présent que maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ton gamin, lorsqu'il est lycéen ou collégien, il va te demander d'acheter des jeans de marque ou des baskets, etc. Par rapport aux autres, ma génération, ça commençait déjà. Ouais. Donc c'était l'époque du survêt Lacoste. Non, mais tout, survêt Lacoste, blouson Scott, les Bomber, Visité 501. Après, les diesels, ils sont arrivés vers la fin. Non, mais voilà, on peut parler des heures. Je pense que c'est générationnel. Mais là, avant, on n'avait pas cette concurrence de téléphone portable en eux-mêmes. On l'a connu vers la fin, quoi. Aujourd'hui, c'est encore pire parce que les smartphones, on peut avoir du dernier cri, et même en une gamme. C'est-à-dire, même chez iPhone, il y a plusieurs gammes différentes. Ouais. Donc déjà, ok, tu peux avoir un iPhone comme tout le monde, mais pas le même que les autres, tu vois. Donc il y a une grosse concurrence, ça peut aller très loin. Alors on va accueillir Nora qui souhaite nous donner son avis sur l'interdiction du téléphone portable à Paris. Elle nous appelle. Nora, bonjour. Oui, bonjour Christophe et bonjour à vos invités. Bonjour Nora. Alors le téléphone portable, faut l'interdire ou pas? Moi je suis tout à fait d'accord parce que là, je sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, il y a eu des reportages comme quoi que, enfin déjà au niveau intellectuel, enfin il a diminué. Je sais pas si vous avez entendu parler, notamment sur Arte, il y avait une émission. Le niveau intellectuel. Enfin bon, voilà quoi. Moi je pense qu'il faut quand même se remettre au livre. Enfin bon, nous à l'époque, on n'avait pas de bouquin, on n'avait pas de portable.
Ouais. Voilà quoi. Bon, on rentrait à la maison, mes parents ils savaient très bien où on allait, à l'école, on revenait. Bon ben, moi je pense que bon voilà quoi. Puis Donc, bon, pas de quand on téléphone voit les fautes d'orthographe, etc. Ah, c'est Youssef, quand même oui, lamentable. mais Hein. ça Oui. c'est vrai ça. Oui, ça c'est vrai, mais en fait ça vient pas de là, le problème des fautes d'orthographe dans le téléphone. En plus de ça, maintenant il y a des correcteurs qui Ouais. corrigent Oui. directement les fautes. Non, mais le niveau. Mais c'est vrai que c'était un scolaire. problème au début. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, on écrivait en langage texto, ce qu'on disait. Mais ça, je trouve que ça se perd de plus en plus. Maintenant, de plus en plus, on veut au contraire écrire avec des vraies phrases, etc. Lol. Mais c'est vrai que par contre, le problème des fautes d'orthographe vient pas du numérique en fait. Ça c'est plus justement, c'est un problème structurel de l'école que ne veut pas visiblement régler le ministre. Que pour le moment, il est que sur des vraiment des mesures réactionnaires, quoi. Vraiment sur l'uniforme, Oui, les femmes voilées. oui, peut-être et là, qu'il le faut cacher téléphone. des vrais problèmes, voilà quoi. Donc ça peut être ça aussi. Hein, donc, Bon, mais merci beaucoup Nora en tout cas pour votre avis. 01 40 33 9000. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Par contre, le jour où il y a un ministre qui s'attardera un petit peu à régler ce problème, parce que c'est peut-être dès le primaire qu'il faut s'y attaquer, les CP, les bases. Quand on Ouais. voit qu'il y a des enfants, des élèves en 6e qui ont du mal à lire et à écrire, et qui font des fautes d'orthographe absolument incroyables. Voilà, c'est peut-être le niveau et la base qu'il faut revoir là pour le coup, Youssef. Ah oui, non, ça oui, voilà. Je te dis, c'est un problème au niveau du primaire et surtout du collège. Ouais. Sur les apprentissages, mais ça voudrait dire de s'y mettre vraiment, voilà, faut vraiment qu'il se mette au travail, le ministre, qu'il arrête de vouloir attaquer par exemple des syndicats qui veulent traiter de la question du racisme à l'école, comme il le fait avec Sud Éducation, où il les attaque en justice et notamment en diffamation parce qu'ils ont utilisé le terme de racisme d'État. Alors Ah que oui. ça, par exemple, il devrait vraiment s'y coller, s'y intéresser. C'est vrai que l'école reproduit des inégalités sociales, mais aussi raciales. Voilà, c'est là. En fait, l'école, surtout l'école française, je le rappelle, c'est l'école de la reproduction des élites. Elle est faite comme ça, elle est construite comme ça. Il y a eu le classement PISA là qui vient de sortir là, il y a une semaine. La France, c'est le dernier des derniers de la classe au niveau des pays de l'OCDE. C'est le dernier, vous vous rendez compte ou pas? Ouais. Alors c'est un vrai problème. Par contre, est-ce que le ministre a commenté ce classement? Oui, il l'a commenté. Oui. Il a Il a dit quoi? J'ai pas vu. il s'est revalorisé en fait en disant que il faut pas descendre le système éducatif français, et que quand même malgré tout la France a un des meilleurs systèmes éducatifs du monde. Ouais, bien sûr, Malgré tout, malgré le classement qui est bien en sûr. face de ses yeux. Quoi. Ouais. Ça, Youssef n'est pas C'est un persuadé pour le coup. déni total. Bah non, Bon. parce qu'on voit. En tout cas, c'est très vous continuez de répondre à cette question par rapport au téléphone portable, et vous êtes beaucoup à voter sur Facebook notamment. 95% des gens pensent que oui, il faut l'interdire. 92 sur Twitter, LGF officiel sur Twitter, France Maghreb 2 sur Facebook. On va entamer tout de suite notre premier sujet, messieurs, pour parler de cette décision qui nous fait beaucoup parler, décision de Donald Trump, bien sûr, visant à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a froissé bien des peuples et des chancelleries. La France et la Turquie font partie des pays qui ont désapprouvé cette reconnaissance. Des présidents Macron et Erdogan entendent travailler ensemble, sachez-le, pour faire changer Donald Trump, bien que les deux pays ont une approche quelque peu différente et une proximité avec Israël. Le président turc Erdogan, qui fait figure de leader de la contestation parmi les dirigeants musulmans, n'hésite pas à qualifier Israël d'État terroriste. Nous n'abandonnerons pas Jérusalem à la merci d'un État qui tue des enfants, a-t-il martelé dimanche dernier lors d'un congrès. Le Premier ministre Netanyahou n'est pas non plus tendre avec la Turquie. Lors de son passage à Paris dimanche dernier, il a été reçu à l'Élysée, je vous rappelle. Il a déclaré ne pas avoir de leçons de moralité à recevoir d'un dirigeant qui bombarde des villages kurdes en Turquie, qui emprisonne des journalistes et aide l'Iran à contourner les sanctions internationales et aide des terroristes, notamment à Gaza. Ça, c'est le reproche de Netanyahou. Côté français, c'est une autre histoire. Netanyahou a bien tenté de convaincre Macron du bien fondé de la décision américaine sans succès. Le président français a appelé Israël à des gestes courageux envers les Palestiniens comme le gel de la colonisation et a souligné dans le même temps sa volonté d'approfondir des liens avec Israël en matière économique, technologique et culturelle. Aucune rupture des relations diplomatiques n'est à l'agenda pour l'heure. Cependant, le chef de l'État et son homologue turc sont tous deux tombés d'accord lors d'un entretien téléphonique du danger que représente la décision américaine pour la stabilité et l'avenir du Proche-Orient et la nécessité de pousser les États-Unis à faire marche arrière. Lors de l'entretien téléphonique avec Erdogan, l'Élysée, qui souhaite voir la Turquie contribuer à l'apaisement entre Israéliens et Palestiniens, a rappelé que la France a réaffirmé son attachement au droit international et au respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Jérusalem a vocation à devenir la capitale de deux États, Israël et la Palestine, selon des modalités qu'il appartiendra aux Palestiniens et aux Israéliens de définir par la négociation. Voilà un petit peu sur cette entretien téléphonique entre Macron et Erdogan, qui essaye de s'allier
pour le coup, mais comme je l'expliquais évidemment, les relations ou l'approche envers Israël n'est pas du tout la même, hein, Youssef. Non, pas du tout, ça c'est clair. Après, bon, Erdogan, c'est compliqué, quoi. C'est toujours compliqué parce que c'est vrai que bon, après on peut pas critiquer, il est en train de bouger quand même malgré tout, il a fait des déclarations, il a fait ce qu'il fallait. Imaginons s'il avait pas réagi, s'il avait rien dit. Mais je peux pas m'empêcher quand même de penser que voilà, il y a des relations diplomatiques entre la Turquie et Israël. Il y a des accords commerciaux entre la Turquie et Israël. Faut savoir qu'il y a même de l'eau qui est vendue par des conteneurs à Israël. Et donc il y a des accords militaires qui ont été suspendus, qui ont été gelés, mais ils ont existé. Après, ça c'est pas de son fait, ça existait avant. C'était l'armée turque notamment qui a eu des liens très étroits avec l'armée israélienne. Et donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et donc on est obligé de dire ça aussi. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, les raisons, en tout cas pour rompre les relations diplomatiques avec Israël, et on avait des milliers auparavant, notamment le massacre des Palestiniens, le massacre des Gazaouis surtout, la colonisation qui continue, bien sûr, les bombardements continuent, les humiliations continuent, la colonisation continue, le nettoyage ethnique de Jérusalem-Est se poursuit. Donc pour moi, les raisons, elles sont déjà là, en gros. Et justement, il y a eu un débat sur ça sur les réseaux sociaux, et moi, j'avais dit, et notamment j'avais un débat avec des musulmans, un débat religieux, où il y avait un célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que, en gros, je le résume, que le sang des musulmans est plus sacré que les lieux saints. Et donc c'est bien de se bouger pour Jérusalem en tant que ville musulmane pour les lieux saints de Jérusalem, mais en vrai les Palestiniens, et notamment le fait que le sang des Palestiniens coule depuis 60 ans impunément, est plus sacré pour moi que la ville. Même si il faut quand même, bien sûr, il faut se bouger et c'est une bonne occasion de relancer une mobilisation. Mais n'est-ce pas un piège dans lequel on nous tend, au travers de cette décision, de tomber justement dans un conflit religieux qui n'en est absolument pas un? Parce que non, bien sûr. Entre le conflit israélo-palestinien est un problème de colonisation, un problème politique. Mais non, en fait, le conflit israélo-palestinien, certes, c'est un conflit colonial. C'est un conflit qui oppose une idéologie coloniale qu'est le sionisme, un temps au nationalisme arabe, après à l'islam politique. Mais en réalité, non, mais on peut pas se voiler la face. Certes, c'est un problème colonial, il n'y a pas de problème. Ça ne concerne pas que les musulmans, ça ne concerne pas que les arabes. Les chrétiens sont concernés, hein, par. Mais voilà, et j'y viens. Mais sauf qu'en fait, pour moi, je considère que les Palestiniens, ils partent du référentiel qu'ils veulent pour se mobiliser. Par exemple, moi, je soutiens tous les groupes palestiniens, quels qu'ils soient. Je soutiens le FPLP qui est marxiste, je soutiens le djihad islamique qui est plutôt d'islam politique, je soutiens le Fatah qui est entre les deux. Donc, pour moi, en fait, les Palestiniens prennent le référentiel qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut pas nier, enfin, faut pas être naïf, on peut pas nier qu'il y a une dimension aussi religieuse. Le seul problème, c'est de la réduire qu'à la question religieuse. Bah d'ailleurs, Netanyahou parle bien de Jérusalem comme capitale du peuple juif, hein. Oui, mais surtout, et les Palestiniens, les musulmans et les chrétiens ont le droit de revendiquer leur lieu saint en tant que croyants. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Sépulcre, il y a l'église de la Nativité, il y a la mosquée Al-Aqsa. Donc il y a plusieurs dimensions en fait. C'est pour ça que j'entends, il y a eu tout un débat sur ça. Non, faut pas dire que c'est religieux parce qu'on a peur, parce qu'on est en France, qu'ici il y a tout un... Voilà, et c'est difficile d'aborder la question religieuse ici, mais pour moi c'est une des dimensions et il faut pas la nier, quoi. Faut pas avoir honte de le dire. Moi j'aimerais bien revenir sur le point Erdogan parce que, comme il a dit Youssef, c'est vrai que c'est très fort de sa part et on peut que le féliciter par rapport à sa prise de position qui est claire pour le coup. Mais qu'en est-il derrière justement de tous ces accords commerciaux depuis des années qu'on trimballe, etc. Alors Erdogan, il aime bien sortir médiatiquement à chaque fois. Et on peut que s'en féliciter puisque pour le coup c'est un bon point pour la Palestine, pour la cause palestinienne. Mais derrière, pourquoi il condamne pas justement et qu'il jette pas pour une fois pour toutes? Alors peut-être qu'il va le faire, hein, parce qu'il y a un rendez-vous demain important. Encore une fois, comme l'a dit Youssef, il a eu plusieurs occasions pour le faire. Non. Alors là où je voulais en venir, c'est que demain, du Liban à l'Iran, en passant d'ailleurs par les territoires palestiniens, la reconnaissance donc par les États-Unis, Jérusalem comme capitale d'Israël continue donc de faire des vagues et des manifestations hier un petit peu partout d'ailleurs dans le monde musulman et aussi en Turquie qui reçoit demain, Erdogan donc reçoit pas mal de pays musulmans, notamment donc le Palestinien Mahmoud Abbas. Il y aura aussi l'Iran, l'Irak et plusieurs pays donc qui vont se réunir demain à l'invitation d'Erdogan pour prendre, j'allais dire, des décisions importantes. Est-ce que un axe imaginons un axe Irak, Turquie, Iran peut devenir quand même une alliance assez intéressante pour peut-être prendre part à l'autre axe, en l'occurrence de l'Arabie Saoudite, États-Unis, Israël. Concrètement, en fait, déjà sur le dossier syrien, il y a déjà en fait une alliance Iran-Turquie, de fait.
Il y a des collaborations, il y a de la coordination, il y a même un partage des sphères d'influence, comme on dit en géopolitique. Par exemple, tout le nord de la Syrie est sous l'influence turque pour contrer notamment les Kurdes du Rojava. Et donc c'est déjà, en fait, concrètement, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Et vous vous en souvenez, c'est ce qui s'était déjà passé avec la mise au banc du Qatar. Vous vous rappelez, où la Turquie tout de suite s'est alignée sur le Qatar, et l'Iran également aussi avait refusé de participer évidemment à l'embargo sur le Qatar et avait même envoyé des avions. Donc de fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer quand même là. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir, en fait, moi je pense que on nous le dit pas assez, c'est que en vrai les Arabes sortent de la question palestinienne. En fait, ils ne sont plus acteurs, ce sont plus eux les acteurs premiers. Alors on se souvient de l'époque de Nasser, on se souvient de l'époque des grands nationalistes arabes, de Saddam Hussein, de Boumedienne, etc. Ça c'est fini en fait. Maintenant c'est Erdogan, c'est des noms arabes en fait. C'est Erdogan. On a vu la Malaisie, on a vu la Malaisie aussi dire que la défense, enfin l'armée malaisienne se tenait prête à intervenir s'il le fallait. Alors c'est de la com, mais bon, c'est quand même le cas. On a vu des grandes manifestations en Indonésie. Sans oublier aussi les Sud-Américains aussi. Les Sud-Américains, tu veux dire les États? Oui, le Venezuela, etc. Bien sûr. Et puis même, de toute façon, là-bas, il y a une énorme diaspora palestinienne. Ouais, en Chili, etc. Il y a une très grande diaspora palestinienne, très bien justement à tous ces pays arabes et non arabes d'ailleurs, c'est de laisser la place à la prise de pouvoir justement par rapport à tout ça, à Erdogan. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière, tu l'as dit juste avant, par rapport aux Kurdes de Rojava, mais à d'autres minorités dans le secteur, c'est que si cette coalition a se fait justement avec tous ces pays, c'est qu'ok, peut-être qu'ils vont aider à leur manière la Palestine ou attaquer Israël ou faire ce qu'ils ont à faire, mais de l'autre côté, Erdogan va avoir plus de pouvoir et plus de force pour écraser les minorités dans son pays et en dehors de son pays en plus, tu vois, dans le secteur, et appuyer encore plus son pouvoir. Non, ça c'est clair, mais après, tu vois bien que de toute façon, de fait, il avait pas, enfin entre guillemets, il avait pas besoin de ça de toute façon pour réprimer et pour, tu sais, il y a des mouvements très 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 importants de l'armée turque qui sont rentrés dans le nord de la Syrie. Il a vraiment besoin dans l'opinion publique, encore une fois, d'appuyer son leadership. Oui, mais ça, oui, certes, mais je sais pas si c'est aussi lié à la question kurde, parce qu'en fait, en réalité, sa base à lui, elle est très pro-palestinienne. Elle est très très conservatrice, très musulmane, etc. Et lui, en fait, il conforte sa base. N'oublions pas qu'il a échappé à un coup d'État l'année dernière et que ça peut quand même être un élément important à mais de fait, dans la balance. La question kurde, de toute façon, ça c'est clair que lui, en fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Les gens, ils voient pas ce qui se passe, mais en fait, il y a toutes des contingents, du matériel lourd de l'armée turque qui est en train de s'amasser aujourd'hui à Afrin, dans le nord en fait de la Syrie, à la frontière avec le Kurdistan, parce que le Kurdistan était coupé en deux. Et ils voudraient, je pense là, ce serait les accords avec les Russes, passer à l'offensive contre les Kurdes. Tu vois. Donc ça, il le fait. Ils vont retirer leurs troupes en Syrie. Hein. Oui, ils vont retirer leurs troupes progressivement. De toute façon, le plus gros du travail a été fait là. Il y a plus grand chose à faire. Qui se passe de tous les côtés dans chaque pays. Mais en tout cas, cette question là, ce sommet là, moi j'attends. Enfin, ça va être très intéressant de voir. Voilà, demain, de voir qui sera présent. Oui. À quel surtout à quel niveau diplomatique ils vont être représentés ces pays-là. Est-ce que c'est les présidents des pays ou est-ce que c'est juste des ministres des Affaires étrangères ou est-ce que ça va vraiment être intéressant et ça par contre voilà quoi. En ce sens-là, la décision de Trump, moi je trouve que quelque part elle a eu ce côté-là positif pour moi. C'est-à-dire pour moi ça a arrêté l'hypocrisie. Le monde musulman. Non seulement ça a réunifié, ça a obligé en tout cas les États hypocrites qui en réalité taffent avec Israël, à se positionner et à se distancier un peu quand même, au moins vis-à-vis de leur opinion publique, parce que voilà, il y avait une grosse hypocrisie. Et en plus de ça, pour moi, il permet d'entériner le fait qu'en fait les négociations, etc., c'est de l'arnaque depuis le début, que les Américains n'ont jamais été neutres. Et je tiens à dire qu'on charge Trump, mais c'est Bill Clinton qui a fait voter cette loi au Congrès. Et le Congrès, c'est le représentant, c'est la chambre qui représente le peuple américain. Et ils ont voté pour que Jérusalem soit la capitale d'Israël en dehors des négociations. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est un peu comme le Muslim ban, c'est un peu comme tout ça, c'est-à-dire que tout ça était déjà préparé avant en fait. Notamment par Obama, je dis bien Obama et Bush et tous les autres. Tiens, une petite info des paroles aux actes au lendemain de l'annonce de la fin de l'interdiction du cinéma en Arabie Saoudite. Ah ouais, le fonds souverain saoudien a signé un accord aujourd'hui avec le géant américain AMC Entertainment Holdings, l'un des plus gros exploitants de salles de cinéma au monde. Et les choses devraient aller vite. Désormais, les premières salles obscures devraient ouvrir leurs portes en mars 2018 en Arabie Saoudite. Commentaire? C'est LOL, MDR. Mais déjà, c'est interdit en Arabie Saoudite le cinéma. Je veux dire, après ça faisait des années c'était interdit, mais je veux dire, ça fait des années qu'il y a du piratage, qu'ils peuvent, venir, mais qui dit cinéma,
développent plus loin. Ça va être des productions après ensuite, des réalisations de films. Il y a un développement qui va se passer derrière, une production saoudienne. Non, mais surtout, c'est quel type de film va être projeté. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il Ah ouais, faut- non, en accord avec la morale Là, religieuse. par contre, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que vraiment, il y aura un contrôle strict Bah oui, dans bien les sûr. salles de Bah, cinéma, évidemment. en tout Et cas. pas mixte. Mais ils ont un besoin, tu sais, ça traîne depuis un moment de concurrencer le Qatar et les Émirats par rapport à leur grosse Exact. puissance. Alors, dans un instant, Ouais, sur on le va stade parler de la pour la cause Turquie aussi. palestinienne au travers de l'avis tranché de Youssef Brakni, le zapping, et on va parler d'un sujet aussi très peu médiatisé, et le LGF est là, et aussi Ras, bien sûr, pour nous parler de la grève des employés de ménage à la gare du Nord, c'est ça? Non, sur le réseau nord-parisien. Dans Sur le 75 réseau gares à nord peu parisien. près. Très bien. Et vous voyez, même moi je suis même pas au courant. Oui, c'est ça. C'est pour dire que Gare de Saint-Denis. voilà, on La en famille, ça parle fait- quasiment pas. On La va en famille. parler dans un instant. Ah, Ne bah, bougez ok. pas, restez avec nous. Ça sera aussi en direct sur Facebook France Maghreb 2. J'ai- Guettez. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Youssef Brakni, avec Osinras sur France Maghreb 2 jusque 17h, c'est votre 18h pardon, c'est votre LGF bien sûr, soyez les bienvenus messieurs dames. Et on va maintenant passer au premier avis tranché qui va résonner et poursuivre, j'allais dire, la discussion que nous avions auparavant pour parler de la cause palestinienne. Jingle, c'est parti. 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va nous parler, enfin plutôt Youssef Brakni va nous parler de la cause palestinienne et de l'immigration. Oui, alors tout à fait Christophe, donc aujourd'hui je voudrais revenir sur la centralité de la cause palestinienne dans les luttes de l'immigration en France. Ce lien qui perdure jusqu'à aujourd'hui est très ancien en réalité. On ne peut pas comprendre ce lien sans évoquer les militants du FLN en France. Au lendemain de l'indépendance, l'immigration algérienne était déjà très organisée, notamment dans les bidonvilles comme celui de Nanterre. Les travailleurs se mobilisaient massivement pour l'indépendance, à l'image de la célèbre manifestation du 17 octobre 1961 en plein cœur de Paris. Des figures militantes vont émerger, comme celle de Mohamed Boudia, membre du FLN, qui est pas très connu, mais qui tout de suite après l'indépendance va se consacrer immédiatement à la libération de la Palestine sur le territoire français. Ce grand militant de l'immigration sera assassiné par le Mossad en plein cœur de Paris dans le 5e arrondissement. Très vite vont se constituer les comités Palestine dans les années 70. Ce seront des travailleurs immigrés vivant en France qui en seront à l'initiative. La nécessité d'une organisation qui va prendre en compte toutes les revendications des travailleurs arabes en France va voir le jour. C'est le mouvement des travailleurs arabes qui sera créé par des acteurs des comités Palestine et qui vont reprendre l'héritage révolutionnaire de Mohamed Boudia. Le MTA, ce sont évidemment des revendications ouvrières puisque c'était des ouvriers des grandes usines de la région parisienne mais aussi à l'échelle de toute la France, qui vont s'articuler notamment sur des revendications sociales, mais attention, et c'est ce qui fera la création du MTA, des revendications antiracistes, antisionistes et anti-impérialistes. La question du racisme sera toujours liée à la question de l'antisionisme. Notamment, on le voit avec la grande grève en 1973 à Marseille, où 30 000 ouvriers vont cesser le travail pendant 24 heures contre les ratonnades qui touchaient l'immigration algérienne en plein Marseille. Puis, après cette génération du mouvement des travailleurs arabes, qui n'aura eu de cesse dans tous ces rassemblements de toujours mettre la Palestine au cœur de leur action politique, va arriver la seconde génération, celle des marcheurs, celle de 1983. Cette marche, on le sait, elle va démarrer sur la question des crimes racistes et sécuritaires, comme on disait à l'époque. Ces jeunes, cette génération, va immédiatement, évidemment, arborer le kéfier palestinien. On le voit dans les images, on voit ceux qui tiennent ces manifestations auront tous un kéfier palestinien autour du cou. Eh bien, c'est contre ce symbole, c'est contre cette identification aux Palestiniens que SOS Racisme va, on le sait, créer ce symbole inventé de toutes pièces, qui est la main de Fatma, qui est un symbole folklorique, qui renvoie à une culture un peu ancienne au Maghreb, mais qui n'était pas portée par ces jeunes marcheurs. Et on le sait maintenant, puisque les cadres des SOS Racisme ont écrit des livres où ils expliquent que pour eux, l'enjeu, c'était de créer un mouvement antiraciste qui ne soit pas antisioniste. Et à partir d'SOS Racisme, on verra plein de cadres issus de la mouvance, parfois même de l'extrême droite israélienne, venir sur la question du racisme pour couper l'herbe sous le pied à tout mouvement autonome
antiraciste et qui serait de fait antisioniste. De ce premier échec va naître une autre génération, celle du MIB, du mouvement de l'immigration et des banlieues. Et eux qui se sont créés sur la question des doubles peines, qui se sont créés sur les questions de rénovation urbaine, qui se sont créés aussi sur la question centrale des violences policières, vont mettre la Palestine au cœur de leur action. Et on se souvient notamment à la fin des années 90 d'une grande campagne pour le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et puis vient cette dernière génération, la mienne, celle de la seconde intifada. Et on le sait, dans les quartiers populaires, avec cette seconde intifada, l'identification aux Palestiniens va être immédiate. Qui ne s'est jamais identifié à ces jeunes arabes que l'on voyait à la télévision jeter des pierres contre des chars et qui renvoyaient à notre condition, à nous ici, habitants des quartiers populaires. Et on se souvient également de l'immense mobilisation des quartiers populaires qui a eu lieu en 2008 contre les bombardements de Gaza. Et puis on se souvient tous, en 2014, surtout à Barbès, la fameuse grande manifestation interdite par Valls, sous pression des groupes sionistes, eh bien on l'a vu, 10 000 personnes venues de tous les quartiers d'Île-de-France se sont rassemblées quand même malgré l'interdiction en plein cœur de Paris. Eh bien il faut comprendre pourquoi aujourd'hui la question, en tout cas les militants de l'immigration, sont si montrés du doigt, sont ciblés. Et en réalité, elle sert à empêcher tout mouvement autonome. Tout mouvement qui porterait la question certes du racisme en France et qui lierait aussi de fait à la question des Palestiniens là-bas. Eh bien, si on veut être utile à la Palestine, si on veut vraiment aider les Palestiniens, il faut déjà être utile ici pour soi, s'organiser ici, créer une vraie force politique autonome qui prend en charge nos questions à nous certes et qui de fait ferait un lien avec la question palestinienne là-bas. Merci beaucoup Youssef pour ce retour historique très intéressant en tout cas, j'espère et j'en ai la certitude qu'il va être partagé par un certain nombre. Un avis tranché d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Facebook en direct France Maghreb 2, voilà, pour à réécouter et réécouter parce qu'il y a de l'histoire, il y a de la proposition. Voilà, c'est appuyé évidemment sur des faits historiques, hein, Youssef. Bien sûr. Comme d'habitude. Bien sûr. Tiens, tout ça aussi, est disponible sur Internet. Petite réaction d'Ossine peut-être, hein, par rapport à ce petit point d'histoire que vient de nous faire Youssef finalement sur l'immigration, sur eh bien ces gens qui se sont pour certains en tout cas identifiés aux Palestiniens avec des manières différentes comme on a pu l'entendre. Ouais, exact, ouais, surtout l'affaire sur la SOS Racisme qui est pas assez connue par les dernières générations justement, mais il y a clairement une volonté de défendre un certain sionisme déjà à l'époque parce qu'ils voyaient vraiment le kéfier comme un ennemi, hein. Et la main jaune, ouais, tout à fait, elle est totalement liée comme une main de Fatma qui revendiquerait une certaine fraternité entre les sionistes et le peuple arabe, mais sans leur dire clairement, tu vois, les endormir derrière une lutte commune qui est le racisme et derrière leur foutre un antisionisme qui serait comparable au racisme qu'ils subissent, alors que c'est pas vrai. Oui. Alors par contre j'ai appris un truc par rapport à la main de Fatma là. Oui. Ça a été inventé de toute pièce alors cette histoire. Non, la main de Fatma, elle existe au Maghreb. Ouais. Ça renvoie à une culture ancienne, ça a toujours un peu plus ou moins existé. Ça renvoie aussi un peu aux Fatimides, etc. C'est la main de Fatima en fait. Ouais. C'est un peu un truc contre le mauvais œil. Mais sauf que moi personnellement, pour toi Hossein, je pense, pour nous, ça a jamais été un symbole identitaire entre guillemets, tu vois, de revendication, etc. Non, eux, ils ont été chercher porter sur soi ou qu'on met dans sa bagnole. Quoi, voilà, la limite. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout grandi avec cette référence-là. Et en fait, ils ont été chercher un truc un peu du folklorique, je trouve. Tu vois, un truc un peu folklorique. Ils l'ont amené sous la forme jaune, donc qui renvoyait à l'étoile jaune. Ça vient de là en fait. Ça renvoie à l'étoile jaune qui était donc la mesure antisémite que le gouvernement de Vichy et puis les nazis imposaient aux juifs. Tu t'en souviens? Et en fait, ils ont voulu lier les deux. Genre en gros, on est tous ensemble. Vous savez, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la Palestine, bah tout de suite on va nous faire un débat entre un imam et un rabbin. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, alors qu'il y a aucun lien en fait. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec un rabbin. Tu vois, pourquoi est-ce que tu vas me faire un débat sur un imam et un rabbin quand il y a des manifestations en 2014 pour la Palestine? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce détournement à chaque fois. Et en plus, les mouvements antisionistes, je tiens à le dire, je le répète, c'était des juifs les premiers mouvements antisionistes. J'aimerais profiter d'un point justement. On traitera toujours de radical un imam qui va traiter justement du sujet de la Palestine dans sa mosquée. Ouais. Par contre, on sait très bien que les liens entre les rabbins dans les synagogues et la communauté israélienne ou la politique, en tout cas pas la politique de Netanyahou en particulier, mais en tout cas l'État
l'État d'Israël, elle est liée clairement. Combien de fois on a même vu des fois dans des synagogues des recrutements pour l'armée de Tsahal, qui vont commettre des crimes de guerre. Pas plus tard que l'année dernière d'ailleurs. Et qui vont commettre des crimes de guerre en Palestine, alors que c'est interdit par sans jamais être mis en cause. Non, bien sûr. Et en 2014, rappelons que ces manifestations auxquelles tu faisais référence, Youssef, qui ont effectivement été interdites. Et on avait aussi proféré des mensonges dans les médias en disant que dans ces manifestations, on appelait, mort aux juifs. Mort aux juifs. Or, c'est totalement faux. Moi, j'y ai participé, j'y étais. Et vous certainement aussi. J'ai jamais entendu de tels propos dans une manifestation. Une fois n'est pas coutume, j'en profite parce que je suis directement lié par rapport à Sarcelles. François Pupponi qui ressort encore ces derniers temps à la télé à chaque fois en disant oui quand même j'ai défendu une communauté qui était persécutée par des gens criant mort aux juifs. À Sarcelles, il n'y a pas eu de mort aux juifs. Il n'y a pas eu de synagogue attaquée ou de synagogue brûlée. La communauté elle-même, elle le dit. Donc je comprends pas. Sinon, il faut apporter des preuves à ce qui est dit. On peut pas à l'école porter sur les plateaux télé que les communautés sarcelloises criaient ou les manifestants criaient mort aux juifs à Sarcelles, alors que c'est pas vrai. Alors, rappelons aussi que samedi dernier, il y a une manifestation importante place de la République contre la venue de Netanyahou. Il y avait à peu près 3000 personnes. Et évidemment, les danseuses de la LDJ sont venues, comme d'habitude, provoquer. Évidemment, c'est bien passé. Visiblement, les services d'ordre apparemment ont bien fait le boulot. Bah en fait, ce qui est hallucinant, donc j'y étais effectivement. Et en plus, on était en mode, moi j'étais avec mes enfants, tu vois, donc c'était vraiment un truc tranquille, quoi, tu vois. On se retrouvait, en plus ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mobilisation pour la Palestine. Et puis on voit effectivement un groupe en face, sur le trottoir d'en face, brandir 3 drapeaux israéliens et un drapeau américain. Ça c'est intéressant. Tu vois. Au moins comme ça, ils pourront plus nous reprocher de dire pourquoi est-ce qu'on met toujours l'Amérique dans cette histoire. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et du coup, ce qui m'a halluciné, donc moi j'étais voir les gendarmes, je dis mais pourquoi vous n'allez pas leur interdire de brandir ces drapeaux, etc. C'est pas une manifestation déclarée, vous devez les faire évacuer, quoi. Ouais. Et que t'ont-ils répondu? Ils ont mis un temps fou à leur dire de partir, ils les ont laissés, pendant longtemps nous narguer, sortir les drapeaux et protégés par une ligne de CRS, quoi. Ouais. Ça, c'est inadmissible, tu vois. Alors que, évidemment, que si nous, on avait fait ça, imagine, on serait venu brandir des drapeaux palestiniens, ou algériens, tu vois, à la place de drapeaux américains. Tu vois, c'est un peu l'équivalent. Et imagine comment on serait fait tabasser, évacuer Manu Militari, etc. Ouais. C'est encore le 2 poids 2 mesures. Bah oui, toujours. Voilà. Toujours et encore. Mais c'est vrai qu'il ne cesse de provoquer, ces danseuses de la LDJ, là, qui quand même sont tolérées, sur le sol français, alors qu'ils sont interdites en Israël et aux États-Unis. C'est quand même impressionnant c'est quand même utile de le rappeler. Ouais. On n'en parle pas. Il y a aucun journaliste qui fait un travail d'investigation, de reportage là-dessus. Non, aucun. Alors que il y a eu justement ce fameux reportage de complément d'enquête. Oui, complément d'enquête, c'est sur France 2, qui avait montré qu'ils s'entraînaient dans les locaux aux Champs-Élysées de la police. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et bien voilà, en tout cas, vous pouvez réagir bien sûr par rapport à l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni. Je vous invite vraiment à aller le revoir et réécouter, parce que là, voilà, c'est des faits. Il y a pas forcément d'avis personnel, c'est des faits, pour le coup, et c'est ça qui est intéressant. Mohamed Boudia, faut vraiment le connaître. Je vous invite vraiment à chercher sur lui. Il y a un livre qui est sorti là sur lui, et c'est vraiment un militant hors norme. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, le FLN, pour eux, la suite logique de la libération algérienne, c'est la Palestine. Parce que pour eux, c'était un combat qui allait c'était le prolongement du combat de la libération algérienne, quoi. Ouais. Et donc, c'était normal. Et il faut savoir que le FLN a eu un impact considérable sur l'immigration en France. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une mobilisation pour militer pour l'indépendance, contre le colonialisme, ça laisse des traces, en fait. Ça laisse un héritage. Bah oui. Alors, on va accueillir une auditrice au standard 01 40 33 9000. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je vais pas dire mon prénom, je vais juste dire que je suis une terrienne de Paris, pour des raisons de sécurité. Je voulais juste vous dire que moi, j'ai été à la manif, j'y étais présente. Ouais. Je vous ai pas vu, c'est dommage. Mais il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant, que personne n'a vu. Quand j'étais à la manif, moi je suis secouriste bénévole, donc j'étais venue comme ça pour aider des gens. En fait, en repartant avec un Palestinien, on a failli se faire agresser par le même groupe qu'a dit le monsieur. Enfin, vous n'êtes pas au courant puisque ça s'est passé, à un moment donné, on est parti à l'extérieur. Bon, il y avait des petits affrontements. C'est vrai que c'était une ambulance électrique. Et au moment où on allait faire les paiements de la voiture, parce qu'on avait laissé notre voiture au stationnement, vous savez, pour mettre l'argent au parc-mètre. Ouais, au parc-mètre, ouais. Vous savez, on a failli se faire agresser, on a eu très peur. S'il n'y avait pas la police, et ça personne ne sait, parce qu'on n'était que deux. En plus, moi, ils m'ont pris en photo, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi ils ont pris en photo. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le monsieur palestinien qui avait deux drapeaux, et il avait une écharpe grise. C'est vrai que j'ai eu très très peur. Ils étaient 10. Donc s'il y avait après... il vient toujours en force,
Ce sont des lâches, ils viennent toujours en force. Ouais, ils viennent à 10 parce que nous on était à 2, mais franchement, s'il n'y avait pas la police en civil, je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Vraiment, c'était, moi j'ai eu très peur. Je me dis, je savais pas que le LDJ était comme ça. Vraiment, j'étais choquée. Ah bon, non, c'est rien ça à côté de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, hein. Vous inquiétez pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au début? Ils nous ont, à un moment donné, vous avez vu l'ambiance, ils ont couru parce que moi, à un moment donné, j'ai fait la sécurité. Mais bon, ils étaient 10. Bon, quand on est 2 et 10, c'était pas pareil. Moi, j'avais plus peur pour le monsieur qui avait le drapeau palestinien que moi, parce que bon, moi, j'étais une femme, mais il a dû casser son drapeau parce qu'ils ont fait des gestes, vraiment des sales gestes. Et vraiment, et la police, ça s'est passé à rue Turbigo, c'est-à-dire personne n'a vu cette scène. Il y a vraiment la police les CRS qui étaient vachement sympas, ils ont dit, madame, rentrez, vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux. Ils étaient dit, ils m'ont pris en photo, vraiment, je suis dégoûtée, je sais pas, je voulais savoir pourquoi ils ont pris en photo, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ça m'inquiète un peu, quoi. Bon, rassurez-vous, tout va bien, heureusement, vous n'y est rien arrivé, tant mieux. Merci beaucoup, madame, en tout cas, de votre appel, 01 40 33 9000. Ah oui, non. Christophe, t'as envoyé ça. Elle attendait un conseil de notre part, quelque chose du réconfort, peut-être. Bah oui, non, mais quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Hein? Bah, lui conseiller si elle est vraiment intéressée par la photo qui a été prise, je sais pas si elle a un avocat qui porte plainte, qui recherche, voilà, il y a des vidéos, il y a des caméras à rue Turbigo. Si quelqu'un l'a pris en photo, c'est vrai que c'est pas normal, ça peut s'accaparer à de harcèlement, et surtout si ça va plus loin. Ouais. Voilà, on a déjà vu des cas avec la LDJ, surtout avec l'autre Ulcan. Voilà, qui prennent des photos de personnes, qui les mettent en avant sur Internet, qui montent sur eux et qui leur salissent leur vie. Ça peut aller très loin. Ouais. Maintenant, faut la rassurer, faut pas l'inquiéter. Ouais, vous inquiétez pas, vous savez, je pense que tous autour de cette table, on a été menacés au moins une fois par la LDJ et on est toujours là. Hein, je voulais pas l'inquiéter, mais j'ai fait tout le contraire. Hein? Non, mais je veux dire, on avait tous, en tout cas moi, menacés plusieurs fois, menacés de mort, etc. par la LDJ. Voilà. Ce sont des lâches, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, quoi qu'il en soit, ils agissent jamais seuls, hein, c'est toujours en bande. Et ils viennent pas dans certains quartiers, hein, vous inquiétez pas. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Méziane, qu'est-ce qui se passe? Je tenais à saluer le rappel historique. Moi, j'ai pris l'émission un peu en cours, là. Le rappel historique de Youssef Brakni, que je salue. Et puis votre collègue, l'autre collègue, je me rappelle plus. Houssine. Ouais, il a rien. C'est la famille. Excusez-moi. En tout cas, je vous salue pour vos compétences et puis votre lucidité par rapport à ce problème palestinien qui malheureusement dure depuis tellement longtemps. Mais je pense, mon humble avis, moi je suis pas un politique comme vous, moi non plus. Moi je suis ne pourra pas venir sans les comment on appelle ça, sans les foules dans nos pays d'origine, c'est-à-dire au Maghreb particulièrement, puisque nous sommes en majorité des immigrés, enfin d'origine immigrée maghrébine, mais dans nos pays d'origine, nos gouvernants ne sont pas à la hauteur de ce problème. Je crois que nous, on fait ce qu'on peut ici, mais nos gouvernants dans nos pays d'origine ne sont pas à la hauteur et je crois d'une certaine manière ils sont un peu complices. Bon, merci Méziane. D'ailleurs, je crois qu'il y a une manif d'interdite à Alger apparemment. Ouais. Pour des raisons, toute manifestation est interdite de toute façon à Alger. Hein. Donc c'est clair. Qu'est-ce qui se passe en Kabylie là? J'ai vu que sur internet qu'apparemment là il y a des manifs en Kabylie en ce moment. T'es au courant, Youssef? Non, pas du tout. Pourtant, je suis originaire de cette région. On va suivre ça de près. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien. Toujours la Kabylie. Il y en a que pour eux. Non, j'ai vu qu'il y a des grosses manifs là, à Béjaïa, Bouira, etc. Ouais. Ah, c'est possible pour des raisons sociales du coup. Oui, absolument, oui, pour des raisons sociales. Ouais, c'est pour ça que le gouvernement algérien veut pas qu'il y ait des manifestations pour la Palestine, parce qu'ils savent très bien que ça va finir sur leur tête. Ils savent que c'est eux qui vont prendre. Bon, allez, dans un instant, on va s'intéresser au cas Blanquer. On va revenir aussi à l'école. Je vous rappelle la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Faut-il interdire le téléphone portable à l'école? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Le zapping qui va être très rapide, je vous l'annonce tout de suite. Pour commencer, mon cher ami Houssine, Youssef, c'était hier soir sur France 2. Il quitte sa famille politique, Xavier Bertrand. Il l'a annoncé hier soir sur France 2. Vous n'avez pas encore réagi à l'élection de Laurent Wauquiez. 75%, c'est un beau score. Vous l'avez félicité? Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi. Je m'étais déjà mis en retrait depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand j'ai vu que ma famille politique ne voulait pas dire clairement qu'il fallait voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. C'est pour cette seule raison, c'est le reproche ultime et unique que vous faites à Laurent Wauquiez? Tout mon engagement politique, première fois que j'ai été candidat, ça a été contre le Front National, contre l'extrême droite, contre ce qu'il représente. Mais il n'y a pas que ça. La droite à laquelle j'ai adhéré, la famille politique à laquelle j'ai adhéré, c'était à la fois
la filiation du général de Gaulle, de Philippe Séguin, et puis aussi Jacques Chirac. C'est un poids lourd qui s'en va là, Youssef Hossein, Xavier Bertrand qui quitte les LR. Ouais, après lui, il a jamais été vraiment sur la ligne là extrême droite de ouf là. Non. Là c'est, là ils font même plus semblant. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, lui, il est clairement pour l'alliance avec l'extrême droite. Lui, il le dit, lui. Et puis de toute façon, pour moi, franchement, de mon point de vue, je trouve qu'il est pire que le FN. Laurent Wauquiez. Oui, c'est vrai. Il a des déclarations de fou. D'ailleurs, Marine Le Pen lui a fait des appels du pied, hein. Bah, non, mais lui, il est pour. Ouais. Lui, il a dit, de toute façon, moi, il faut faire des alliances avec l'extrême droite, il l'a dit pour les régionales déjà. Mais ça va se passer pour les municipales, tu verras. Bah oui, ils font pas le choix, de toute façon, et c'est pour ça qu'ils se droitisent comme ça à fond, etc. Du coup, il y a tous les historiques de la droite, qui partent, oui. Ouais, je pense des gens comme Raffarin, Xavier Bertrand, etc. Eux, c'est pas vraiment leur ligne. Juppé, hein. Et les Juppé, ouais, Juppé, ça c'est la base. Non, mais déjà, Juppé, Fillon, pour eux, c'était trop, déjà. Ouais. Donc là, imagine Wauquiez. D'accord, la droite, elle va être cassée, là. Elle va être cassée en plein. Non, ça va arranger les affaires de Macron, ça c'est clair. Oui. Bon, c'est tout. J'avais un autre truc à vous proposer, mais non, on va pas le passer. C'est un ancien de France Télévisions qui veut lui carrément supprimer le 20h de France 2. Voilà. Ah oui, carrément. Oui. Ouais. De toute façon, on a Internet maintenant. Oui, voilà. Fatima, bonsoir. Non, c'est Salima. Pardon, Salima, vous êtes c'est plus que pareil. Comme S comme Salem. Vous êtes bonsoir, salam alaikum. Salam Karima. Salima, vous êtes collègue avec Youssef. Vous êtes prof d'anglais, je précise. Oui. En fait, je voulais réagir par rapport au portable parce que moi, il y a du vécu avec mes élèves. Ah. Ouais, c'est très compliqué. Moi, dans mon établissement, les élèves sont autorisés donc à avoir leur portable, donc ils les utilisent dans la cour. Et ils savent qu'une fois qu'ils entrent en classe, il faut qu'ils soient complètement éteints, même si parfois ça vibre, ça sonne. Ouais. Et j'avais eu le cas il y a une année d'un élève qui avait sa liste de verbes irréguliers donc enregistrée sur le portable caché. Pas mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, Youssef, ça t'est arrivé ça? Non, bah franchement non, mais j'avoue c'est pas mal. Il faudrait que j'en parle à mes élèves. Ça. Ouais. Je vais leur proposer. Donc voilà, et en fait, je sais qu'il y a d'autres établissements dans lesquels j'ai des amis qui enseignent où le portable est strictement interdit dès l'entrée. Alors bon, après, ça fait un petit peu vieille école, mais je me dis que nous, on a réussi à vivre sans. Mais aujourd'hui, comme ce sont des élèves qui sont nés avec, ils ont du mal à s'en séparer puisqu'ils se prennent en photo, ils écoutent la musique à la récréation. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la dépendance qu'ils ont face à ce petit gadget. Souvent, je leur dis, il faudrait quasiment vous le greffer dans le cerveau. Non, mais là, il y a un problème d'addiction. Hein. Oui, mais complètement. C'est médical à ce niveau-là. Ce qui m'embête, c'est juste au niveau concentration. Ouais. Et en termes d'organisation, c'est compliqué parce que nos élèves n'ont même pas de casier parfois pour mettre leur. Mais du coup, Salima, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction du portable à l'école? Moi, jusqu'à présent, je suis plutôt satisfaite en fait de toutes les décisions qu'il a prises. Donc moi, alors vous allez me trouver très très extrême dans mes réactions, mais moi je l'autoriserai même pas dans la cour, quoi. Moi c'est stop. Et une fois qu'ils sont sortis, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans l'ensemble de l'établissement, parce qu'on a quand même certains qui s'amusent à prendre des profs en photo, à les enregistrer, à les utiliser dans les couloirs, alors qu'ils sont pas censés les utiliser en interclasse. Bon, alors, vous êtes carrément vous pour l'interdiction totale dans l'enceinte de l'école, ce qui paraît quand même un peu compliqué parce que le portable on le met où? Est-ce qu'on le laisse dans le sac? Est-ce qu'on prévoit des casiers? C'est pour ça en fait quand vous parlez des casiers déjà qui sont pas assez nombreux pour que les élèves y mettent leurs livres, je me dis les portables c'est un casse-tête en termes d'organisation. Ouais, carrément. Donc, c'est vrai que ça reste compliqué, mais bon, rassurez-vous, les collègues aussi sont accros à leur portable puisque parfois il n'y a pas forcément plus d'échanges que ça dans la salle des profs. Ils ont tous les heures. Ça c'est vrai, c'est vrai, je confirme. Et je suis le premier d'ailleurs. Voilà. Youssef est le premier, c'est pour ça qu'on discute beaucoup sur WhatsApp dans ces intercours. Parce qu'on commente l'actualité entre deux cours. Voilà. Bon, en tout cas, Salima, vous êtes prof où? Vous rappelez-nous cette année vous êtes. Alors, moi je suis à Nanterre. À Nanterre. Rien à voir. Moi je suis à l'Académie de Créteil. D'accord. Ouais. Bon. Versailles, Académie de Versailles. Ouais, absolument. Merci beaucoup en tout cas Salima pour votre retour d'expérience, j'ai envie de dire. À très bientôt, prof d'anglais. Moi aussi je veux partager mon expérience, moi aussi. Bon alors moi je suis pas prof comme Youssef et Salima. C'est ça, c'était Salima. Je fais du soutien scolaire un petit peu. Et là, la semaine dernière, justement, ça m'arrivait ça avec un élève. Il était là, il était sur son devoir d'anglais. Ouais. Et à un moment, quand je reviens, je me retourne vers lui, je vois, il est sur son téléphone. Et en fait, je lui dis, ouais, mais range ton téléphone, t'es en soutien, etc. Il me dit, mais monsieur, je regarde, c'est son ordi. Je cherche le prétérite du verbe en anglais, etc. Et moi, comme je connaissais pas la réponse, je dis, ah ouais, bah vas-y, regarde. Ah ouais. Et donc, je comprends que ça peut aider des fois, une fois. Si même les profs s'y mettent, incroyable. Je suis pas prof. Non, il fait pire, il fait du soutien scolaire, s'il te plaît. En pire.
Donc il est censé l'aider. J'en fais pas. Bon. L'organise. Allez, dans un instant, messieurs, dames, on est de retour avec Youssef Brakni, avec Osinras. On vous rassure, il y a des éducateurs qui sont là et qui font leur travail. N'envoyez pas vos enfants chez Osin. N'envoyez pas vos enfants chez Osin. On va ouvrir un sujet qui a été, pour le coup, très peu médiatisé au travers de l'avis tranché et également du coup de cœur de Youssef Brakni. Donc ça va être ultra partagé dans un instant, en direct sur Facebook aussi, pour parler de cette grève au sein, alors pour être tout à fait complet et clair, Osin, on va parler de cette grève donc qui concerne les agents de nettoyants, des agents pardon, de nettoyage du secteur Paris Nord, hein, c'est ça. Ouais. Après la pub. Okay, exactement. Tout de suite. Alors j'ai appelé ma chronique, je lui donne un petit nom, le RERD, le DAY. Ah, comme le RERD. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF, jusque 18h avec Youssef Brakni, avec Osinras. Sur France Maghreb 2, la question, je vous la rappelle, faut-il interdire les téléphones portables dans les enceintes, dans l'enceinte de l'école, ou pas plus particulièrement d'ailleurs dans la classe? Vous répondez. Donc, sur cette question, bien sûr, LGF officiel sur Twitter ainsi que sur Facebook, France Maghreb 2 à cette question évidemment. Que l'on vous pose aujourd'hui, et je rappelle pour l'instant que sur Facebook vous êtes 95% à penser que oui, il faut l'interdire. Sur Twitter, LGF officiel, 92% de tweetos donc pense que effectivement il faut interdire le téléphone portable dans l'enceinte de l'école. Il y a un souci les gars, non? Tout va bien? Non. Ouais. Donc j'appuie sur le bouton rouge, c'est ça? Je sais pas, moi aussi. Voilà. Alors, on va y aller tranquille pour l'avis tranché maintenant, le deuxième avis tranché de la journée avec Osinras qui va revenir sur une affaire qui est très peu médiatisée, donc l'occasion en est donnée d'en parler. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va parler d'une grève qui dure et qui est pas du tout médiatisée. C'est la grève des agents de nettoyage du réseau nord parisien à la SNCF aussi. Ouais, exactement. En fait, moi, comme j'ai repris un nouveau boulot depuis quelques temps, je me reprends à prendre les transports en commun et plus particulièrement le RERD. Et puis le matin, j'arrive en gare sur le quai depuis plusieurs semaines et je vois que les ordures s'entassent au milieu des rats, notamment à Gare Sarcelles, mais aussi à Saint-Denis, etc. sur mon parcours. Et là, au début, je commence à être choqué par justement la saleté des lieux, etc. Tu vois, j'ai pas tout de suite pensé à quelle situation les amener la gare à devenir comme ça. Et puis ensuite, dans le train, j'ai commencé à feuilleter un petit peu sur mon téléphone, à tourner un petit peu quelques pages dans les actus pour trouver ce qui se passe. Et je suis tombé sur cette information qui a été peu médiatisée, hein, à part pour ceux qui suivent de près l'actualité. C'est sur cette grève qui a été lancée par les agents de nettoyage sur le réseau nord parisien de l'Île-de-France, hein, appartenant à la SNCF, et qui sous-traite tout ce nettoyage à la société Honnête. Donc la société Honnête, elle a plusieurs salariés. Elle a récupéré ce contrat, elle a répondu à l'appel d'offres qu'elle a gagné cet appel d'offres depuis le 2 novembre. Justement, c'est le début justement de cette grève des salariés. Ce marché comporte 75 gares notamment du réseau nord parisien et le mouvement de grève a emporté une centaine de salariés. Ces centaines de salariés réclament plus de dignité et moins de précarité, ils luttent contre la précarité dans leur emploi et demandent plus de respect et de dignité. Aujourd'hui, on entame le 42e jour de grève pour eux et parmi cette centaine de grévistes, il y en a 9 qui ont été attaqués par la SNCF notamment, et qui ont été jugés justement première journée de tribunal aujourd'hui. Je crois qu'il y en a une, c'est jeudi prochain si je me trompe pas. Donc ces personnes-là, elles sont soutenues non seulement par tous les autres grévistes qui ont décidé de les soutenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que soit retirée cette plainte vis-à-vis d'eux, et puis aussi par une partie de la classe politique, notamment de la France Insoumise, qui a décidé d'écrire une aide commune soutenue notamment par le collectif Justice pour Adama, entre autres. Et puis voilà, je tenais à en parler parce que ça m'a touché. Je suis passé du mec qui était choqué par la saleté des lieux, par le mec qui a été choqué par le manque de dignité, du manque de respect qui a été donné à ses salariés, qui sont souvent des personnes qui sont pour la plupart d'ailleurs à 100% même, je pense, issus de nos quartiers populaires justement, qui représentent la plupart du cas nos parents
ou nos grands-parents pour certains, pour les dernières générations, puisque justement c'est des emplois qui ont été qui sont souvent donnés à des personnes du 2e voire du 3e âge sur leur fin de carrière, et c'est des emplois qui sont remplis de précarité, notamment dans ce que revendiquent les grévistes. Il y a justement ils veulent de passer en CDI, parce que souvent ces emplois sont en CDD, des courts contrats, intérim, etc. Donc ils veulent déprécariser, si je peux le dire, leur système de recrutement. Ensuite, ils veulent des primes par rapport à leur emploi, et surtout passer sur leur panier repas, qui est seulement de 1,90€ par jour à 4€, ce qui est semblable aux autres contrats collectifs des autres entreprises du secteur. Ensuite, par rapport à ça, il y a aussi, faut savoir pourquoi la précarité, parce que la plupart des salariés sont souvent à temps partiel. Souvent nos mamans et nos parents souvent sont à temps partiel dans ces emplois, et le plus gros point qu'ils mettent en avant aussi, c'est cette clause de mobilité qui leur est imposée, c'est-à-dire que en fait chaque jour ils peuvent faire d'une gare à l'autre et sont obligés d'accepter leur contrat. Ça, ils veulent le retirer, puisque chaque gare a besoin de nettoyage, et qu'ils peuvent affecter des personnes à contrat stable, c'est-à-dire en CDI, pas sur du temps partiel mais temps complet, parce que les gares en ont besoin en termes de nettoyage de toutes ces personnes. Et nous on les soutient à fond, parce que voilà, on est très touchés. Faut savoir aussi que leur cause, elle a récolté plus de 10 000€. Ils sont à 34 000 là. Ils sont à 34 000, voilà. On était à 10 000€ il y a quelques jours. C'est passé à 34 000€ sur le pot commun, que je booste les gens pour soutenir cette cause, parce que voilà, ça nous concerne tous. On a tous quelqu'un dans nos familles ou dans nos amis qui y travaille, ou qui y a travaillé, ne serait-ce que dans ce monde de nettoyage. On connaît les travers de ce métier, où on abuse souvent des salariés qui, pour certains, sont non francophones, parfois francophones, mais qui sont résignés par le pouvoir, donc ils se laissent oppresser par leurs dirigeants, leur hiérarchie, sur plein de droits qui ne demandent pas. Donc nous on les soutient à fond, et je pense que la majorité de la radio aussi. Voilà. Youssef, justement, tu voulais en faire un coup de cœur. Oui, je vais en faire un coup de cœur parce que pour moi, je considère que c'est une lutte vraiment très importante. Elle est centrale, parce qu'en fait c'est la lutte de nos parents. C'est la lutte de nos parents, de nos anciens. Et si aujourd'hui certains d'entre nous ont pu faire des études, ont pu réussir socialement, je parle notamment de ma génération, c'est grâce à leur sacrifice. C'est grâce à leur sacrifice dans tous les sens du terme, parce que c'est des métiers très difficiles. Ils se sont abîmés à la tâche. Ce sont des métiers, il faut le savoir, qui cassent le dos, qui cassent la santé, qui font qu'ils se lèvent à des 5 heures du matin pour aller dans des gares très lointaines. Il faut être là avant l'ouverture de la gare, il faut être là très tard le soir à la fermeture de la gare. Ce sont les tâches les plus pénibles que personne ne veut faire. Et en réalité, ce sont massivement des parents immigrés, des parents noirs et arabes, surtout des femmes qui font ce travail-là, parce que c'est un travail ingrat, pénible, qui abîme la santé, et donc en fait ce sont ces populations-là qui le font. Et moi je trouve inadmissible le traitement qu'ils ont subi, et surtout que la SNCF, c'est symbolique pour nous, parce que faut pas oublier que la SNCF est en procès avec les Chibani de la SNCF, je sais pas si vous vous en souvenez, oui, notamment les cheminots marocains, qui déjà ont subi une discrimination raciale, puisque faut savoir que la SNCF payait bien en dessous les travailleurs marocains, parce qu'ils étaient marocains. C'est une discrimination de l'État français, parce que la SNCF était, surtout à l'époque, une entreprise publique. Et donc je pense qu'il y a vraiment un gros problème avec ces groupes publics. Parce que là, c'est pas une entreprise du CAC 40, là. C'est la SNCF qui sous-traite à une entreprise avec des conditions de travail inadmissibles que personne n'accepterait. Et donc, pour nous, en tout cas, leurs enfants, on est obligés d'être solidaires. Et c'est vrai que nous, moi personnellement, avec Assa Traoré, Almami Kanouté, on s'est rendu pour les soutenir. Assa Traoré a pris la parole. Et il se trouve que la mère d'Assa Traoré, est salariée de cette entreprise. Et elle est elle-même en grève. Comme quoi, toutes les luttes sont liées. Tous les combats sont liés. 42 jours de grève, hein. 42 jours de grève. Donc, pour qu'ils puissent tenir, parce que là, c'est la fin du mois, et elle est passée, les payes sont passées, il y a eu 0 dans leur compte. Ouais. Et donc, il y a absolument besoin de la solidarité. Et comme on le voit sur d'autres luttes, je sais pas, sur Moulinex, sur Continental, qui sont surmédiatisés, où il y a tous les politiques qui débarquent, etc., de tout l'arc politique français, je trouve inadmissible de voir qu'en fait, là, on vient pas. Parce que là, c'est pas le bon ouvrier blanc comme on se représente dans l'imaginaire. C'est pas Conti, c'est pas Moulinex. Ouais. Et ça, je trouve ça inadmissible. Parce que quand vous allez là-bas, vous allez voir, ça parle soniqué, Bambara, arabe, kabyle, etc. Exactement, ouais. C'est vraiment les quartiers populaires, quoi. Ouais. Et je le maintiens, c'est leur sacrifice. C'est bien leur sacrifice physique et moral qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui, nous. Merci à tous les deux, en tout cas, pour avoir choisi d'évoquer ce sujet important. Et surtout de l'avoir médiatisé au travers de cette émission. Voilà. En tout cas, très intéressant. Et j'espère que les gens vont s'y intéresser. Donc, il y a une pétition qui est en ligne, c'est ça ? Oui.
Il y a une pétition qui est en ligne, il y a une page Facebook. Qui s'appelle, peut-être, on peut la donner? Attendez, je vais donner le nom exact parce qu'il est un peu long. Ouais. Alors attendez. La page Facebook pour évidemment se rapprocher, se tenir au courant. 42 jours de grève, quand même, c'est pas rien. Ouais. Et voilà, il lâche pas et c'est tant mieux pour qu'il puisse obtenir ce qu'il demande. Donc ça s'appelle Soutien à la grève du nettoyage des gares de Paris Nord. Soutien à la grève du nettoyage des gares de Paris Nord. Voilà, vous allez liker évidemment la page Facebook. Et puis évidemment on en reparlera bien entendu. Alors, il est 40, vous êtes bien sur France Bleu Grève 2, 17h40. Bon courage d'ailleurs si vous êtes dans les embouteillages. Apparemment, si ça fait comme ce matin, ça risque d'être compliqué sur les routes pour les retours à cause de la grève du RER A et B. Si on y rajoute d'ailleurs le colloque sur le climat à Boulogne-Billancourt où il y a à peu près une cinquantaine de chefs d'État réunis aujourd'hui, voilà, tous les ingrédients en tout cas sont réunis pour qu'il y ait un bon bordel sur Paris. Donc bon courage à tous, évidemment. L'occasion vous en est donnée peut-être d'écouter le Grand Forum et France Bleu Grève 2 pour parler d'une mère qui accompagne une sortie scolaire, est un collaborateur du service public. C'est ce qu'explique le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il est donc inimaginable, selon lui, de voir des mères de familles portant le foulard accompagner des enfants lors des sorties scolaires. Depuis la sortie du ministre, les avis divergents. La circulaire de Luc Châtel de 2012 recommandait en effet aux chefs d'établissement d'empêcher que les parents d'élèves ou que tout autre intervenant manifestent par leur tenue ou leurs propos leurs convictions religieuses ou politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. Mais celle-ci a été remise en cause par le Conseil d'État. En 2013, il y a 4 ans, la plus haute juridiction administrative avait estimé, contrairement à ce qu'affirme Jean-Michel Blanquer, que les parents accompagnant leurs enfants lors des sorties scolaires ne sont que des usagers du service public et non des collaborateurs qui sont eux obligés de respecter évidemment la neutralité religieuse. Cependant, la circulaire Châtel propose aux établissements de décider dans leur règlement intérieur de rappeler ou non les principes de neutralité religieuse et de laïcité. Le Blanquer s'est d'ailleurs souvenu de cet avis du Conseil d'État, assurant qu'il respecte le droit. Le ministre de l'Éducation nationale a évoqué un état de la jurisprudence qui doit être consacré donc en faisant référence peut-être à ce qui s'est passé à Nice, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Nice en 2014 donc il y avait une femme qui avait été interdite donc d'accompagner des enfants lors d'une sortie scolaire, une femme portant évidemment le foulard, qui avait obtenu du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Là aussi, le tribunal avait estimé que les parents d'élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés comme des usagers du service public de l'éducation. Concernant la décision du tribunal de Nice, donc les juges ont dit qu'il y avait eu une erreur de droit. En effet, l'établissement s'était appuyé sur aucun texte pour justifier sa décision. La loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école représente d'ailleurs une exception à la liberté religieuse garantie par la loi de 1905, sans pour autant presser d'ailleurs de liste ni la nature des cas concernés par cette exception. Au final, cette déclaration de Blanquer est un pétard mouillé. Emmanuel Macron a d'ores et déjà prévenu qu'il ne prévoirait pas de nouveaux textes sur la laïcité. Le ministre de l'Éducation nationale doit faire donc extrêmement attention. Youssef aussi, l'ami auditeur auditrice, de son côté, attention de ne pas tomber dans le piège de la laïcité comme étant un outil ultra politique. Il faut respecter l'état de droit. Et sinon, on va se retrouver avec les mêmes déclarations que Valls concernant le Burkini, par exemple. Donc là aussi, Blanquer a peut-être eu tort de s'exprimer de la sorte sur ce sujet, Youssef. Non, ça c'est évident. Moi je pense que un peu comme pour le portable, il comporte un électorat réactionnaire, il détourne l'attention comme d'habitude, il essaie de ramener ça sur des questions de valeurs, de république qui serait assaillie. Il faut savoir que cette mesure, enfin cette déclaration s'accompagne du fait qu'il vient de lancer une brigade, s'il vous plaît, une brigade de la laïcité. Et en fait, il y a une brigade qui est basée dans les rectorats, notamment le rectorat de Créteil, et qui, en cas de besoin, en fait, va intervenir comme un commando laïque, va intervenir dans les classes, je sais pas, par exemple, un élève porte la barbe trop longue, refuse d'étudier, par exemple, le fait que l'homme descend du singe. J'avais vu, c'était ça un exemple. Si jamais il refuse et qu'il dit non, pas du tout, moi, dans ma religion, on dit que c'est faux, etc. Ça, tout de suite, le prof peut faire un signalement. La brigade arrive, elle débarque par hélicoptère, je sais pas comment elle arrive, et brigade laïque, donc ils vont le rééduquer.
Ils vont intervenir pour conforter le professeur, pour lui venir à son secours, etc. Ah oui. Donc en fait, ça s'inscrit dans tout ça. Donc en fait, il fait vraiment du détournement classique. Et comme toujours, les musulmans, c'est les meilleurs, quoi, pour ça, quoi. Ça, hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus efficace, notamment quand on mène une politique ultra-libérale et vraiment la plus, comme ça n'a jamais existé en France depuis au moins le Conseil national de la résistance. Et donc, on détourne, et ça marche. La laïcité, ça devient une religion finalement pour ces laïcistes. Ah bien sûr, là, clairement, là. C'est ça. Et moi, j'aimerais en profiter pour faire une petite dédicace aux petits jeunes justement que je suis, comme je travaille dans un petit centre social. Il y a des jeunes, en fait, maintenant je me rapproche de plus en plus des collégiens, et donc je crée beaucoup de débats avec eux sur leurs droits, leurs devoirs, sur leurs problèmes, et ils s'ouvrent peu à peu, et en réalité on remarque plein de problèmes qu'ils ont, mais dont on ne parle jamais. Donc vraiment on tourne autour du pot, à sujet des collèges notamment. Eux par exemple m'expliquent que leurs sacs à dos sont vraiment trop lourds, et quand je supporte leurs sacs à dos, surtout ceux qui mangent à la cantine à midi, il est vraiment très lourd, c'est une dizaine voire 15 kilos par sac des fois, c'est très 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 lourd, hein. Ensuite ils me parlent du désagrément des transports en commun à midi, puisque des fois ils terminent à midi et qu'ils reprennent à 13h et qu'ils ont qu'une heure de pause, ou 1h30 max, et quand le bus arrive ou quand il repart et qu'on n'a qu'un seul par demi-heure, c'est difficile de pouvoir rentrer pour manger et ressortir. Ça c'est quelques problèmes parmi tant d'autres. Donc voilà, et leurs familles ne savent pas tous, en tout cas faut le savoir, ne savent pas tous leurs droits par rapport à l'aide qu'ils peuvent avoir pour pouvoir manger à la cantine, pour pouvoir avoir le pass Navigo gratuitement. Donc il y a tout ça à faire, il y a tout un travail pour faciliter les études des jeunes, quoi, en fait. Ça aussi c'est un des problèmes qui devrait... En tout cas on va suivre ça de près, mais je pense qu'en tout cas Macron pour l'instant ne s'est pas exprimé, et je sais pas s'il va le faire d'ailleurs là-dessus. Sur la laïcité ? Sur la laïcité, apparemment il n'a pas prévu en tout cas de nouveaux textes durant son mandat sur la laïcité. En fait si, il prévoit un grand discours en janvier sur la laïcité, où il va donner lui son orientation sur la laïcité. Et moi j'ai l'impression que Valls et compagnie sabotent en fait. Sabote ce discours et sabote en gros sa ligne sur la laïcité, qui est en fait, faut le dire ce qui est, après on dit quand ça va pas, mais là faut dire ça quand ça va, c'est qu'en fait elle est pas sur la ligne laïcard et ça pour le moment. Non, pour l'instant. Pour le moment non. Par contre, voilà, on a Blanquer qui arrête pas de le saboter, on a Valls qui arrête pas, je rappelle qu'il est quand même affilié au groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Donc il est avec Macron. Macron l'a nommé quand même sur qu'on appelle ça, sur la commission de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Faut le savoir, donc quand même il a donné une fonction, etc. Donc pauvre Calédonien, pauvre Kanak. Je sais pas si c'est Macron ou si c'est plutôt la République En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, mais bon, c'est à la tête d'une commission, voilà, c'est purement. Oui, mais là c'est pas. Non, là c'est très très important. Hein. C'est-à-dire que là c'est quand même dans l'optique du référendum de l'autodétermination, de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, comme. En tout cas, il a essayé, d'après des informations qu'on a, il a essayé effectivement d'obtenir un poste de ministre. Macron n'en veut pas. Les députés En Marche n'en veulent plus. Voilà. Et donc du coup il sabote. Isolé, hein. Du coup, toute cette tactique là qu'il est en train de faire Valls, Macron il n'en peut plus aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il en a marre, quoi. Alors, il fallait que je vous parle quand même de cette étude publiée mercredi 29 novembre par le Centre de recherche américain. La population musulmane en Europe pourrait avoisiner en 2050, messieurs, entre 7 et 14%, tandis que le taux en France se situerait entre 12 et 18% en fonction des politiques d'accueil des migrants et réfugiés dans le vieux continent. C'est cet institut de recherche américain qui a en effet exploré plusieurs scénarios de flux migratoires en Europe en vue d'exprimer le nombre de musulmans pour l'année 2016. Paix estime que la France est le pays abritant le plus grand nombre de musulmans en Europe, avec 5,7 millions de musulmans, 8,2%, suivi de l'Allemagne 4,9 millions, 6,1%, et du Royaume-Uni 4,1 millions, 6,3%. C'est en revanche la Bulgarie qui compte la plus forte proportion de musulmans, 790 000, 11,1%, suivi de la Suède 810 000, 8,1%. Au total, en 2016, cet institut américain compte 25,7 millions de musulmans vivant en Europe, soit 4,9% de la population du continent. Le nombre de musulmans variera donc selon les politiques d'immigration. Dans un premier scénario où les États européens stopperaient tout flux migratoire, la population musulmane en Europe continuerait tout de même d'augmenter, sauf dans les pays d'Europe de l'Est, et passerait à 35,7 millions au total en 2050. La France compterait ainsi 8,6 millions de musulmans, 12,7% de la population. Dans le second scénario, prévoyant un flux migratoire moyen, la population musulmane totale en Europe s'élèverait à 57,8 millions en Europe. La France
compterait alors 12,6 millions de musulmans, 17,4%, et la Grande-Bretagne deviendrait alors, en 2050, le pays ayant le plus de musulmans sur son territoire, en passant de 4,1 à 13 millions de musulmans, 16,7%. Enfin, avec le troisième et dernier scénario, messieurs, dans le cas où les pays européens favoriseraient le forte politique d'immigration, la population musulmane serait évaluée à 75,5 millions, soit 14% de la population européenne. La France compterait ainsi 13,2 millions de musulmans, 18%, suivant de près la Grande-Bretagne qui aurait 13,4 millions de musulmans sur son sol. 17,2%. Cette fois, ce serait l'Allemagne qui abriterait le plus de musulmans avec 17,4 millions de musulmans, 19,7% de la population. Les différences sont fortes entre les pays selon les scénarios. Ainsi, si la Suède, par exemple, décide d'ouvrir la grande porte à l'immigration, la population musulmane représenterait alors 30,6% de sa population avec 4,4 millions de personnes affiliées à l'islam. Selon cet institut américain, seule une forte politique d'immigration en Europe permettra de faire face à un taux de natalité qui ralentit, voire qui chute dans certains pays. Voilà un petit peu ce que je voulais vous parler au travers de cette étude. Bon, alors c'est vrai que c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup d'évaluations, de perspectives, mais c'était quand même intéressant d'en parler. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Bah, en fait, le truc, c'est que cette histoire, à mon avis, va faire péter un câble les théoriciens du grand remplacement. Parce que du coup ça conforte complètement leur thèse qu'on en fait on est en train de tout changer, on est en train d'envahir l'Europe. Vous savez, ceux qui ont appelé un peu le concept de Eurabia, et qu'en fait la seule solution, on n'a plus le choix maintenant, c'est la séparation. Vous avez vu dans Causeur, je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Il y a un homme qui se présente comme étant un intellectuel qui dit qu'il faut une séparation parce qu'en fait ils deviennent trop nombreux. En fait la démographie, ils sont obsédés par ça. Parce qu'on fait beaucoup d'enfants, on est de plus en plus nombreux et surtout on reste toujours attaché à nos valeurs en fait. On reste musulmans, on reste attaché à nos traditions, tu vois, avec plus ou moins de pratiques religieuses en plus, qu'on n'est pas du tout un groupe homogène. Mais voilà, pour eux ils nous voient comme ils nous essentialisent, ils nous voient comme un groupe homogène et donc en fait on voit des propositions comme celle-ci hallucinantes racistes d'apartheid en fait. Qu'il faut créer un double droit. On a ça, on a Zemmour qui propose la déportation, qui dit qu'en fait il faut en ramener vers le Maghreb. Bref, on a plein de mesures comme ça. Et donc c'est par lui peut-être. Voilà, déjà lui, parce que lui vient de Kabylie, je crois. Zemmour, là, c'est Olive. Et donc le truc, c'est que voilà, on se retrouve avec une histoire qui va conforter en fait les thèses de l'extrême droite et de la théorie du grand remplacement. Mais bon, après, moi je pense que il y a deux solutions. Les chiffres sont impressionnants quand même. Ouais, les chiffres sont impressionnants, c'est clair, mais en même temps c'est normal. Enfin, je veux dire, ils avaient besoin d'une main d'œuvre massive venant plutôt des régions musulmanes, parce que par exemple l'Allemagne c'est beaucoup de Turcs, parce que c'est aussi ça. Les Turcs ont beaucoup d'enfants en Allemagne, mais l'Allemagne par exemple concrètement elle a besoin des Turcs et des Syriens aujourd'hui parce que sa population décline. L'Allemagne est un pays vieillissant. Faut savoir que les Allemands sont en déclin démographiquement. C'est-à-dire que c'est un pays qui va vraiment avoir une population qui va diminuer. Or, si elle n'a pas recours à l'immigration, c'est mort. Donc, à un moment donné, c'est des choix, quoi. Et surtout, on a notre place ici, on a évidemment, on a toute notre place pour prendre nos aises, quoi. Ossine, un petit mot? Mon coup de cœur. Oui, absolument. T'as raison. On y va pour ton coup de cœur, mon ami Ossine. Tu vas nous parler de France Maghreb 2. Le coup de cœur. Voilà, on attend le jingle, voilà, etc. Ouais. Bon, alors tu vas nous parler de? Je vais vous parler justement de l'événement qui s'est passé dimanche dernier du côté du restaurant Atoms dans le 10e. C'est un restaurant libano-syrien en fait. C'est plus un restaurant libanais, mais la personne est d'origine syrienne. Donc qui prêtait son local à une association qui s'appelle Les Gamelles du Cœur pour pouvoir récolter des dons. Pas des dons, mais des dons en contrepartie d'un buffet, d'un brunch toute la journée à volonté, qui s'est super bien déroulé. Il y avait plus d'une cinquantaine, voire soixantaine de personnes qui sont enchaînées tout au long de la journée. Alors le but des Gamelles du Cœur, alors en fait, l'initiative a été lancée par une autre association qui s'appelle la Marmite qui bouge et qui est représentée par Fetia, une dame au grand cœur qui participe souvent à d'autres opérations comme celle-ci, qui permet par rapport à ses plats et ses préparations de récolter des fonds et des dons pour pouvoir s'attaquer à d'autres opérations grâce à ces financements. Donc ce jour-là, on était plus de 70 participants et ils ont réussi à récolter 1745 €. Et il faut savoir que les Gamelles du Cœur, grâce à la Marmite qui bouge et ces 1745 €, pourront distribuer 1700 repas à des personnes. Donc ce n'est pas rien. Comme quoi, avec un petit groupe, on peut faire beaucoup de choses, surtout quand plein d'associations s'enchaînent les uns avec les autres. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cet argent-là? Alors ils estiment qu'une
une personne dans le besoin pourrait se nourrir avec 1,37 € s'ils arrivent à préparer leur plat. Alors ce qui va se passer, c'est que ces 1700 €, il y aura des courses qui vont être faites avec beaucoup de sacs de riz, de nuggets, de crème fraîche, de boîtes d'épices, etc. Et avec ça, ils vont préparer beaucoup de plats. Beaucoup de plats qui vont être préparés par la Marmite qui bouge, distribués par les Gamelles du Cœur et plein d'associations comme les Taxis du Cœur, etc. qui vont les distribuer à leur tour. Donc c'est une multi-organisation de plein d'assos et c'est super beau parce que le but est à 100% humain avec des dons, des financements 100% citoyens et autofinancement. Donc c'est une super belle opération que je voulais mettre en avant. J'y ai participé et c'était une super belle journée solidaire pour ce brunch solidaire justement. Merci aussi. Dans un instant. Bravo à Melga et Fétien. Dans un instant, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et il nous reste 3 minutes, messieurs dames, avec Youssef Brakni, avec Ossinaras pour notre Libertad légendaire, bien sûr. Vous allez pouvoir nous appeler maintenant au 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Vous pouvez nous appeler en direct maintenant sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Hop, j'appuie sur le bouton. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Oui, Ali Paris. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir. Juste rapidement concernant effectivement le sujet Donald Trump. J'ai essayé d'appeler avant pour parler, malheureusement, c'est un peu occupé, mais c'est pas grave. Alors, juste Trump, je pense qu'aujourd'hui, à défaut de critiquer effectivement la décision qu'il a prise concernant la Palestine, je crois qu'aujourd'hui il est préférable et souhaitable de l'attaquer du fait que ce monsieur ne respecte pas non seulement les traités des Nations Unies, et je pense qu'on n'est pas étonné par la décision qu'il a prise, puisque je pense qu'en termes de diplomatie, ce monsieur est loin d'être un diplomate. On l'a vu avec la Corée, on l'a vu avec la COP 21, où malgré les accords signés par Obama, il a claqué la porte. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie manifestation à faire, non pas simplement pour se contenter de revenir sur le problème palestinien, mais pour véritablement critiquer et condamner la politique menée par M. Donald Trump, qui n'est ni plus ni moins que le représentant des États-Unis, à défaut simplement que de se contenter dans un problème israélo-palestinien qui va limiter l'impact et qui certainement ne résoudra certainement pas le problème israélo-palestinien qui dure depuis quelques décades. Voilà. Merci Ali. Voilà, avis tranché pour le coup presque. De notre ami Ali de Paris. 01 40 33 9000. Vous souhaitez prendre la parole, c'est maintenant possible. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Clément. Non, alors ça par contre non, toi tu dégages. Je te le dis tout de suite, tu dégages. Tu sais pourquoi? Non, mais parce que je vais être honnête avec les gens. Tu te permets de me traiter de raciste sur Twitter et tu viens et tu oses venir en direct prendre la parole. Mais les mecs, vous manquez pas d'air les mecs. Si tu veux m'insulter, viens me voir. Si t'es un homme, bonhomme, en face. Mais si tu insultes les gens sur Twitter et après que tu veux passer en mission, je suis désolé, c'est non. Donc tu dégages. À France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed, bienvenue à toi, on t'écoute. Merci. Je voudrais savoir comment vous faites pour calculer le nombre de musulmans en France. Ah, c'est pas moi, hein. En off, c'est pas moi, c'est une étude, je disais, d'un institut, institut américain. Oui, je sais bien, mais vous avez cité 6 millions de musulmans en France. C'est ce que relève cet institut. C'est ce que relève cet institut, Mohamed. D'accord. Bon, voilà. C'est complètement bidon. Ouais. Pourquoi c'est bidon, Mohamed? Non, mais pourquoi c'est bidon, Mohamed? Parce que toujours apporter des critiques. Pourquoi tu dis que c'est bidon? Ah, oula. Le réseau s'en est chargé. Bon, Mohamed, en tout cas, t'as ton avis, y a pas de problème, mais tu viendras nous dire pourquoi c'est bidon. Après, effectivement, ça peut être discutable, pour le coup, mais c'est un institut américain qui effectivement a fait une étude, qu'on peut être d'accord ou pas. Effectivement, les chiffres varient selon les instituts. Cet institut américain donc a évalué 5,7 millions de personnes affiliées à l'islam donc en France. Voilà, après c'est discutable. Un petit dernier, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Ahmed, Bretigny-sur-Orge. Salut Ahmed. Salut. Dites, moi j'appelle concernant un fait, j'ai pas entendu chez vous. C'est Patrice Romden qui a fait une présentation il y a pas longtemps sur comment ça s'appelle. Il fait une revue de presse le matin sur Télématin. Ouais. Sur Salah Hamouri. Effectivement. Ouais. Il l'a présenté comme comme le dernier des menteurs qui soit. Il présentait des menteurs. Il a critiqué le journal Luma aussi. Et je voulais savoir s'il y a quelque chose à faire vis-à-vis du CSA par rapport à ça. Il faut saisir. Vous allez écrire. Vous allez sur le site du CSA.fr.
Et vous avez la possibilité, je crois, il y a un formulaire à remplir en précisant ce que vous reprochez. Il faut être plusieurs et puis voilà, le CSA va signer. C'est d'une impartialité, d'une hypocrisie, mais sans nom, quoi. Il y a aussi le France 2 en France. Ouais, bah oui, non, mais France 2 avec Valls, avec tout ce qu'ils font là, ça tourne au n'importe quoi. Hein. Ouais, en tout cas, vous avez raison d'en parler et c'est vrai qu'on. Parce que vous avez reçu sa femme en plus. Enfin, vous l'avez eu au téléphone, je crois. Oui, Elsa Lefort. Elsa Lefort, absolument. Ouais, donc au moins, ce serait bien de lui signifier qu'on la soutient sur ce coup-là, quoi. Ouais. On la rappellera, mais de toute façon, elle lui a bien répondu sur les réseaux sociaux. Hein. Ah bon je vais pas sur les réseaux sociaux. Vous avez raison. C'est vrai que ça pollue. Merci en tout cas, merci beaucoup. Bah de rien, bonne soirée, bonne continuation. Merci à vous du côté de Brittany. Bon, Youssef Brakni, Osinra, ce fut une très belle émission encore. Merci. Et parfait. Rendez-vous la prochaine, ensemble. Pourquoi pas. Toujours, moi le mardi je suis plus dispo. Hein. Ouais, faudrait que tu reviennes plus souvent alors. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que là, ça. Mais la lutte prend du temps. Mais je sais. Osin. Oui. Merci. Oui. Merci à toi, merci à tout le monde, merci à Youssef pour cette émission. Non mais les mecs se permettent d'insulter de racistes sur Twitter, ils se permettent d'appeler. Non mais je rêve quoi. Les gens ils ont le culot. Les gars, il y a d'autres radios, tu te casses sur d'autres radios. Moi il y a Beurre FM. Voilà. Ouais, par exemple. Voilà, on les salue d'ailleurs. Mais faut arrêter quoi. Faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Je suis pas une serpillière mon pote. Hein. Allez, 18h01. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'excellent Medjed pour la bonne humeur jusque 20h, 18h01. Le rappel des titres avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 2 ans jour pour jour après la COP 21 signée à Paris, une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont à nouveau dans la capitale pour un sommet international sur le climat. Il s'agit aujourd'hui de donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'État français Emmanuel Macron, qui a réclamé ce matin dans la presse une mobilisation beaucoup plus forte pour la lutte contre le réchauffement climatique, s'est exprimé tout à l'heure devant plusieurs dizaines de dirigeants sur l'île Seguin à l'ouest de Paris. Emmanuel Macron a évoqué également aujourd'hui le dossier sensible du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique dans un entretien au Monde aujourd'hui. Une décision définitive sera prise au plus tard en janvier. Le Premier ministre et les ministres concernés demanderont des compléments s'il y a après la remise du rapport rédigé par les médiateurs dépêchés dans le dossier qui doit être transmis aujourd'hui. Le Front National est mis en examen en tant que personne morale dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Confirmation aujourd'hui du trésorier du parti. Sa présidente Marine Le Pen avait déjà été mise en examen dans ce dossier. Il est accusé de viol et agression sexuelle en réunion par 2 anciennes employées de sa mairie de Draveil. L'ancien secrétaire d'État Georges Tron, comparé aux côtés de son ex-adjointe à la culture, aujourd'hui aux assises de Seine-Saint-Denis. La justice a décidé de juger Georges Tron en dehors de l'Essonne en raison de son influence locale. À peine élu et déjà des difficultés pour Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Xavier Bertrand a annoncé son départ des Républicains. Je ne reconnais plus ma famille politique, a expliqué le président des Hauts-de-France hier soir sur France 2. Laurent Wauquiez assure lui vouloir faire émerger une nouvelle génération. Sport, football, le coup d'envoi des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir, 3 matchs sont programmés dès 18h45. Toulouse, Bordeaux, Monaco, Caen et Angers-Metz. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.